Nous sommes dans le Colorado, au centre des États-Unis. C'est ici que vit Temple Grandin. Elle est professeure de sciences animales à l'Université du Colorado. Mais au pays des steaks et des hamburgers, elle joue également un rôle clé dans l'élevage du bétail américain. Elle a en effet dessiné ou optimisé les plans de 2/3 de tous les équipements d'élevage de bovins ou autres animaux d'élevage. Les associations de protection des animaux et l'industrie productrice des viandes l'ont couverte de récompenses et de distinctions. Temple Grandin possède un don mystérieux, celui de voir le monde avec les yeux d'un animal. Elle ressent leur peur et elle pense comme eux. Mais Temple paie un prix élevé pour détenir cette faculté. Elle a dû apprendre le langage des humains comme une langue étrangère. Et elle ne connaît pas la sensation d'être amoureuse. Temple Grandin est autiste. Pour être à même de supporter le contact des autres, elle a beaucoup travaillé sur un étrange appareil dans sa chambre à coucher. Avec ça, je peux régler la pression. Si je le tire, cela m'en serre. Si je le remonte, la pression diminue. Tout à fait. Oui, j'ai inventé cette machine et je l'ai construite. Il y a des tas d'enfants autistes qui ne supportent pas qu'on les touche. Si on travaille à les désensibiliser pour qu'ils s'habituent à être touchés, ils finissent par aimer ça. Quand j'étais gamine, je ne supportais pas que l'on me prenne dans les bras. J'avais l'impression d'étouffer. Le cerveau humain est la matière la plus énigmatique qui soit. 100 milliards de neurones déterminent ce que nous sommes et ce que nous faisons. Ce n'est qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, à l'aide d'appareils de tomographie à résonance magnétique, que les scientifiques parviennent enfin à observer cette chose étrange qui est notre cerveau quand il réfléchit. Parmi les sujets d'études les plus fascinants, un petit groupe de génies aussi exceptionnels qu'étranges, appelés les autistes de haut niveau. Ils sont capables de multiplier des nombres à 5 chiffres, de parler une douzaine de langues, de mémoriser le contenu de 12 000 livres ou, comme Temple Grandin, de voir le monde avec le regard d'une vache. Sur 7 de ces prodiges, 6 sont des hommes et plus de la moitié sont autistes. Parmi les nombreuses questions que se posent les experts, il y a celle des différences entre les sexes. Les femmes sont-elles humainement supérieures aux hommes? Le cerveau masculin présente-t-il une erreur de construction? Cette même erreur est-elle la condition sine qua non aux facultés phénoménales des autistes de haut niveau? L'université de Cambridge, en Angleterre, a été fondée en 1209. Elle a produit plus de prix Nobel que n'importe quelle autre université au monde. Aujourd'hui encore, cette vénérable institution reste marquée par l'esprit de professeurs illustres comme Charles Darwin ou Isaac Newton. Noblesse oblige et en hommage à 8 siècles d'histoire de la connaissance, le personnel de la maison porte toujours les célèbres chapeaux Bowler. À Cambridge, le professeur Simon Baron-Cohen, l'un des spécialistes de l'autisme les plus renommés au monde, a développé une théorie nouvelle, fondée sur les sexes. Selon cette théorie, les femmes auraient un cerveau de type E et les hommes un cerveau de type S. Pour Simon Baron-Cohen, le E est l'abréviation du mot empathie, à savoir la capacité de se transposer intuitivement dans les idées et les sentiments d'autrui. Le S est quant à lui l'abréviation du terme systématisation. Il englobe tout ce qui touche par exemple à l'automobile, la motorisation, l'informatique ou la philatélie.
Simon Baron-Cohen s'est spécialisé dans l'étude des autistes, des personnes qui éprouvent d'énormes difficultés avec le langage, la communication et le contact humain. Pour le professeur, les choses sont claires. Les autistes ont des problèmes d'empathie. Ils ont des difficultés à percevoir les sentiments des autres. Par ailleurs, ils manifestent un grand intérêt pour les systèmes, qu'il s'agisse des mathématiques, de la musique ou du dessin. Ils sont aussi collectionneurs. Ils sont passionnés par le fonctionnement des systèmes. Ce genre de personnalité est une forme extrême d'un certain profil masculin. Jusqu'à très récemment, le cerveau humain était considéré comme un organe androgyne et on n'accordait aucune attention aux différences de genre. Aujourd'hui encore, si vous consultez n'importe quel traité de neuroanatomie, on vous présente un cerveau humain générique et androgyne, sans donner aucune précision sur les différences entre les sexes. Mais nous savons qu'il existe de subtiles différences. Les femmes s'expriment mieux que les hommes, elles sont verbalement plus subtiles. Elles possèdent une faculté accrue à procéder avec diplomatie, à s'adapter à un groupe, à découvrir ce que les autres veulent. Autant de choses avec lesquelles les hommes éprouvent des difficultés. Non seulement ils n'en ont pas la disposition, mais l'empathie leur pose problème, et cela va effectivement dans la direction de l'autisme. En 1950, Temple Grandin est diagnostiquée comme étant une autiste typique. Mais ses parents refusent de la placer dans un foyer pour handicapés mentaux. Aujourd'hui, Temple est professeure de sciences animales. Elle a dessiné les plans d'abattoirs et d'installations d'élevage dans le monde entier. Depuis 1990, elle figure dans le Who's Who des femmes américaines. Mais elle possède vraisemblablement un cerveau de type S, donc de type masculin épris de systématisation et développé à l'extrême chez les autistes. Temple trouve que les humains sont souvent vagues et imprécis. En revanche, elle comprend instantanément les émotions des animaux, car Temple Grandin pense comme eux, en images et non pas en paroles. Elle possède un regard ultra sensible pour tous les détails qui font paniquer les animaux. Ses admirateurs disent d'elle qu'elle voit le monde avec les yeux d'une vache. Dans des dizaines de livres, d'articles et de DVD, Temple Grandin a traduit pour les humains moyens que nous sommes les émotions des animaux et des autistes. Aux États-Unis, son dernier livre s'est vendu à plus de 100 000 exemplaires. Par contre, l'expression d'un visage reste pour Temple un mystère indéchiffrable. Son cerveau n'est pas programmé pour le décrypter. La plupart des signaux de la socialisation m'échappent. J'ai dû les apprendre. J'ignorais que les gens pouvaient se parler avec les yeux avant de l'avoir découvert, il y a une dizaine d'années, dans le livre de Simon Baron-Cohen, La cécité mentale. Sous les yeux d'Albert Einstein, son modèle, Temple répond quotidiennement à des appels téléphoniques sur l'élevage ou sur l'autisme. Yes, hello? Hi. This is Temple Grandin. Les distinctions et les plaquettes des innombrables congrès auxquels elle a pris part lui rappellent qu'elle est parvenue à surmonter le diagnostic des médecins. Aujourd'hui, des chaînes de fast-food l'engagent régulièrement en tant que conseillère. Temple ne pense pas en mots comme nous, mais en 3D. Dans sa tête, les plans d'équipement d'abattage défilent comme un film vidéo. Elle est donc capable de les tester avant qu'ils ne soient construits. Les langues étrangères et les mathématiques lui posent des problèmes car ce sont des domaines pour lesquels elle ne trouve pas d'image. Pourtant, son cerveau présente quelques similitudes avec celui du génialissime Albert Einstein. Et elle est convaincue qu'aujourd'hui, Albert Einstein passerait pour un autiste. Si les traits génétiques qui sont à l'origine de l'autisme et du syndrome d'Asperger n'existaient pas, nous n'aurions pas de savants. Nous ne serions pas dans cette maison qui a l'électricité. Ce ne sont pas les individus sociables qui s'intéressent au fonctionnement des choses. À petite dose, ces traits génétiques produisent de grands savants. Si on en a trop, on obtient un sujet qui a de grandes difficultés de langage et qui fonctionne au ralenti. La pointe de lance en pierre n'a pas été fabriquée par les hommes sociables qui discutaient autour d'un feu, mais par un individu avec un profil d'autiste ou souffrant du syndrome d'Asperger qui se demandait comment on pourrait tailler la pierre.
Si le cerveau masculin n'existait pas, nous n'aurions pas inventé la roue. Nous serions encore à l'âge de pierre. C'est l'homme qui a inventé la roue, qui a créé les premiers outils et qui n'a cessé de faire progresser la technologie. Ce sont les femmes qui portaient les enfants, qui les élevaient, et leur contribution est essentielle. Mais elle est d'une autre nature. Tommy McHugh, de Liverpool, connaît la face brute du cerveau masculin. Pendant une cinquantaine d'années, Tommy a régulièrement été impliqué dans des bagarres violentes. À 20 ans, il est incarcéré pour possession de drogue et pour coups et blessures. À sa sortie de prison, il gagne sa vie en tant qu'ouvrier dans le bâtiment. Un jour, sa vie bascule. Tommy est victime d'une crise d'apoplexie alors qu'il est aux toilettes. Une double hémorragie cérébrale se déclare. Elle ne pourra être stoppée qu'à l'aide de pinces métalliques. Dix jours plus tard, Tommy est renvoyé chez lui auprès de son épouse qu'il ne reconnaît plus. Lui, l'ouvrier maçon, se met à parler en vers. Il éprouve un sentiment de confusion générale. Une nouvelle vie commence. Avant son accident cérébral, les goûts artistiques de Tommy se limitaient aux tatouages qu'il s'était fait faire en prison. À présent, il passe des heures entières sans même s'en rendre compte à créer des tableaux, des sculptures ou des poèmes. L'hémorragie cérébrale a transformé le bagarreur d'antan en poète extatique et sentimental. Et si finalement, les cerveaux féminins et masculins contenaient les mêmes éléments? Cette attaque cérébrale m'a vidé de toute mon agressivité. Regardez mes mains. Ce sont des mains marquées par la violence, par les combats. Mes phalanges, je les ai brisées dans des bagarres. Ce doigt porte une coupure causée par une bouteille de lait. Je m'en étais pris à un type avec une bouteille de lait. Je préfère l'existence simple que je vis maintenant. Je suis devenu celui que j'aurais dû être il y a 40 ans. Toute mon agressivité de macho a disparu. Dans le passé, les hommes ont eu des activités pour lesquelles ils ont été très performants, produire une descendance, défendre leur territoire et trouver de la nourriture. Ils n'ont pas été programmés pour grand-chose d'autre. Beaucoup de ces qualités sont aujourd'hui superflues et de ce point de vue, les hommes présentent peut-être effectivement une erreur de programmation. Mais en principe, en tant qu'homme, je ne peux pas dire une chose pareille. Comment un cerveau réagit-il à des séquences vidéo de ce genre? Une étude de Gerhard Roth a essayé d'établir les différences entre l'homme et la femme en matière de violence et d'agressivité. Des cobayes, placés dans un appareil de tomographie à résonance magnétique, visionnent plusieurs séquences vidéo. Certaines sont neutres, d'autres sont positives, d'autres encore sont franchement violentes. Les films présentent tour à tour la perspective de l'agresseur, de la victime et du spectateur. Cet examen va permettre de déterminer quelles zones du cerveau sont activées lors du visionnage de telles séquences. Ni les chercheurs de Magdebourg, ni ceux de Brême ne sont certains de déceler des différences importantes entre le cerveau masculin et le cerveau féminin, comme cela a été le cas à Cambridge. Les femmes sont-elles effectivement plus douces? Éprouvent-elles réellement plus de compassion pour les victimes d'actes violents? Ou leur cerveau a-t-il simplement compris que le recours à la violence physique n'avantageait que rarement les femmes? Pour l'heure, les neurologues Thorsten Fehr et Daniel Schruber sont confrontés à plus de questions que de réponses. Si vous analysez les statistiques concernant la criminalité, vous vous rendrez compte que le recours à la violence manifeste est une disposition nettement masculine. Mais comment définir l'idée de violence? Le harcèlement psychologique, par exemple, dont on parle depuis plusieurs années, n'est pas assimilé à la violence. Donc, si on additionnait toutes les violences du quotidien, on obtiendrait peut-être un résultat très différent. Par exemple, définiriez-vous le désamour de votre partenaire comme un acte de violence? Les hommes extériorisent leur agressivité ou leur violence par des actes. Les femmes, en revanche, la transforment en violence relationnelle. Elles rouspètent, elles provoquent, elles critiquent, elles harcèlent leur opposant. La diplomatie, l'empoisonnement sont tout à fait caractéristiques. Ce n'est pas une violence affective, mais une violence subtile.
Le meurtre prémédité par empoisonnement est caractéristique des femmes, alors que le fait de frapper avec tout ce qui nous tombe sous la main est caractéristique de l'homme. Tommy McHugh ne pourra jamais subir une tomographie par résonance magnétique. En effet, les champs magnétiques produits lors d'un tel examen risquent de déplacer les minuscules crochets de métal avec lesquels son hémorragie a été stoppée. Les images réalisées immédiatement avant et après l'intervention ne révèlent aucune particularité. Pourtant, depuis son attaque cérébrale, Tommy est un autre homme. En lieu et place d'une agressivité incontrôlée, il semble aujourd'hui animé par un étrange besoin d'extériorisation artistique. Tommy ne se sert plus de ses poings, il s'exprime par la poésie et la peinture de manière aussi monomaniaque qu'avant. Mais petit à petit, sa mémoire diminue et tous les jours, Tommy se demande qui il est. Le macho de jadis, l'artiste sensible d'aujourd'hui, ou bien le jouet des caprices de son cerveau. J'errais solitaire comme un nuage qui flotte au-dessus des vallées et des monts, quand tout à coup je vis une nuée, une foule de jonquilles dorées. À côté du lac, sous les branches, 10 000 fleurs dansant dans la brise. Je me sens étranger dans ce monde. Je me bats pour essayer de comprendre qui je suis. L'artiste que vous voyez, l'être humain qui est devant vous. C'est un apprentissage quotidien, c'est très précieux. J'ai beaucoup de mal à être compris des autres, excepté par les neuropsychologues motivés. Je suis un homme qui veut tout faire pour comprendre cette césure dans le pli de son cerveau. Il faut comprendre que je ne suis pas le seul à posséder ce trait. Nous le possédons tous. Dans 20 ou 30 ans, on enfilera un casque cervical que l'on branchera sur votre cerveau et vous pourrez devenir un artiste, un cuisinier, une danseuse du ventre ou un chanteur de rock'n'roll. Je m'appelle Ben Gesh, je vis à Berlin. Ma voix, entre-temps, vous la connaissez. Je suis peintre, musicien et le speaker de cette série. Mais cette fois, je ne suis pas votre seul guide. Non, cette fois, j'ai été engagée moi aussi. Je m'appelle Suzanne Dubroskin, je vis à Cologne. Je suis musicienne et je prête ma voix à ce documentaire. Et comme souvent, quand un homme et une femme ont rendez-vous, il y a quelque chose qui cloche. Évidemment, moi, comme prévu, je me trouve place de Potsdam, à Berlin. Quant à moi, comme convenu, je suis à la gare. Les hommes ont peut-être un sens de l'orientation supérieur au nôtre, mais les femmes s'expriment plus clairement. Lequel de nous deux se trouve au bon endroit ? Entourée de cerveaux de type E et de type S, je commence à me demander à quoi ressemble l'intérieur de mon crâne. Mon cerveau est-il réellement typiquement féminin ? Pourquoi les hommes sont-ils systématiquement en retard ? Pourquoi laissent-ils traîner leurs chaussettes ? Pourquoi sont-ils capables de faire un créneau, mais incapables de pleurer au cinéma ? Et pourquoi tous leurs défauts nous plaisent-ils à ce point ? Ok, tu veux voir un truc précis ou on se balade un peu ? Tout d'abord, à l'époque où le cerveau s'est constitué, les femmes étaient dépendantes des hommes. Elles faisaient des enfants et elles ne pouvaient donc pas aller à la chasse. Et physiquement, elles n'auraient pas eu la force d'abattre les animaux de l'époque. Les femmes ont par conséquent un répertoire qui date de l'âge de pierre et elles ne peuvent pas s'en débarrasser aussi facilement que ça. En d'autres termes, même si les femmes ont parfois envie d'envoyer les hommes au diable, elles ne peuvent pas modifier leurs hormones et leur système limbique. Elles sont toutes d'accord pour dire que les hommes sont des fripouilles sans cœur, mais elles s'empressent d'ajouter qu'ils sont quand même adorables. Et ça, c'est ce que leur souffle leur système limbique, alors que leur cortex leur conseille de les envoyer au diable. Dans l'espoir de débusquer cette structure datant de l'âge de la pierre, j'ai été placée à mon tour dans un appareil de tomographie à résonance magnétique. À partir des données IRM, des experts américains créeront ensuite une animation en 3 dimensions de mon cerveau, tout comme ils l'ont fait pour celui de Ben. Ce que vous allez voir sur votre écran, ce sont donc bien nos cerveaux, passés au scanner à Magdebourg et animés sur ordinateur à New York. Bon d'accord. Mon cerveau est un peu plus petit que celui de Ben. En moyenne, les femmes ont 150 grammes de matière grise en moins que les hommes.
Mais avant d'éclater de rire, sachez tout de même qu'il a été établi que c'est une différence tout à fait insignifiante. Notre capacité de rationalisation se trouve dans les circonvolutions infinies d'une couche de quelques millimètres à peine, appelée cortex cérébral. La grosse structure rouge au milieu s'appelle le corps calleux, un large faisceau de fibres nerveuses qui assure la communication entre les hémisphères du cortex. Comme chez toutes les femmes, mon corps calleux est nettement plus développé que celui de Ben. Les répercussions possibles de cette différence sont encore très controversées. Sous le corps calleux, nous apercevons le système limbique, un reliquat de l'âge de pierre, commun à tous les mammifères. Il intervient dans la sensation de peur, dans nos sentiments amoureux, dans nos coups de fringale et dans nos sensations de désir. Chez les hommes, et chez les hommes seulement, l'hypothalamus, en jaune, combine le désir sexuel et la disposition à la violence. Au niveau de l'hypothalamus, on observe certaines différences entre l'homme et la femme. Elles sont d'ailleurs visibles à l'œil nu. Il est intéressant de noter que l'hypothalamus est très développé chez l'homme et qu'il détermine sa sexualité, sa tendance à la domination et son agressivité. Certaines parties de l'hypothalamus masculin sont très grandes et saturées de testostérone. Les experts pensent que les soi-disant défaillances cérébrales des autistes proviennent en partie des effets de la testostérone. Temple Grandin connaît toutes les dernières études à ce sujet. Les associations de parents d'autistes ne jurent que par elle. Aujourd'hui, elle intervient lors d'un congrès à Green Bay, dans le Wisconsin, devant plus de 1000 personnes, parmi lesquelles le docteur Darold Treffert, l'un des 100 meilleurs médecins des États-Unis. Comme Temple Grandin, il s'est spécialisé dans les autistes de haut niveau. Plus de la moitié des autistes de haut niveau éprouvent d'énormes difficultés de communication. À l'âge de 5 ans, Temple elle-même ne savait pas dire un seul mot. Elle a appris sa langue maternelle de manière scolaire, de la même façon dont elle aurait appris une langue étrangère. Aujourd'hui, elle tient des discours de 90 minutes sans interruption. Mais elle est incapable d'interpréter l'expression d'un visage. Ce handicap proviendrait d'une défaillance de l'hémisphère gauche de son cortex, et cette défaillance serait causée par la testostérone. L'hémisphère gauche se développe plus lentement que l'hémisphère droit dans le fœtus, dans l'embryon en développement. Il est donc exposé plus longtemps que l'hémisphère droit à tout ce qui pourrait l'endommager. Il s'avère que la testostérone, l'hormone sexuelle mâle, produit des effets néfastes sur les tissus neuronaux chez certains sujets. Chez le fœtus mâle, pendant la période où il développe les traits sexuels secondaires, le niveau de testostérone atteint des niveaux comparables à celui de l'homme adulte. Nous avons mesuré le niveau de testostérone produit par le fœtus. S'il est produit par les deux sexes, les mâles en produisent beaucoup plus. Nous avons mesuré sa concentration dans le liquide amniotique dans la matrice. Par la suite, nous avons suivi les bébés après leur naissance pour voir si le niveau hormonal pourrait permettre d'anticiper leur comportement. Nous avons découvert que les enfants qui présentaient un niveau élevé de testostérone en phase prénatale établissent plus rarement un contact visuel à l'âge d'1 an. Et l'acquisition du langage vers l'âge de 2 ans est moins rapide. Nous sommes dans le Yorkshire, en Angleterre. Depuis des années, le professeur Neil Smith rend visite à Christopher Taylor, un autiste de haut niveau doué pour les langues. Une particularité étrange. En effet, le génie des autistes de haut niveau ne s'applique pratiquement jamais aux langues. Par ailleurs, les hommes sont moins doués pour les langues que les femmes. Pourtant, Christopher Taylor connaît plus de 20 langues, parmi lesquelles l'hindi et le hongrois. Christopher est incapable de s'habiller ou de se promener en ville tout seul, mais il lit la presse internationale avec une facilité déconcertante. Bien, commençons par ça. C'est en quelle langue? En grec. Tu peux lire? Excellent. Citoyen. La politique citoyenne, de quoi ça parle? Il veut du changement. Très bien. Et ça? C'est quelle langue? Du serbo-croate. Et ça dit quoi? La reine a perdu 5 millions de dollars. Excellent. Quelle langue? Suédois. Tu lis le suédois? Non. Et en anglais? La fuite des réfugiés.
Très bien. C'est quelle langue? Du russe. Quel est le nom du journal? Peux-tu lire? Je ne connaissais pas tant de monde. Par Abramovich, Qui est-ce? le patron de Chelsea. Tu as déjà vu ça? Qui est-ce, Jörg Immendorf? Un peintre, Très bien. C'est quelle langue? du coréen. Tu sais le lire? Peut-être pas. C'est écrit en quel caractère? En angoul, Très bien. Et le russe s'écrit en quoi? en cyrillique. Et l'allemand, quelle est cette écriture? Les caractères romains. Les caractères romains, c'est exact. Il parle couramment le français, l'espagnol, il est assez bon en grec, il a des notions d'allemand, un peu plus de néerlandais. Il connaît une grande variété de langues, le finnois, le turc, l'hindi, le norvégien, le danois, le gaélique et bien d'autres langues encore, dont il possède une vaste connaissance lexicale. Il ne cesse de m'apprendre des mots d'hindi que j'ignore. Les IRM du cerveau de Christopher ne révèlent pratiquement aucune particularité. Personne ne s'explique pourquoi un tel génie des langues obtient de si piètres résultats lors des tests d'intelligence courants, alors qu'au test linguistique, il atteint aisément un niveau universitaire. Et comment se fait-il que le cerveau de Christopher se contente d'emmagasiner à l'infini des mots et des phrases? En effet, pour Christopher, une langue, c'est exclusivement un système. Le fait qu'elle serve à communiquer ne l'intéresse que très peu. Allons de l'autre côté de cet arbre pour ramasser des pommes. Comment appelle-t-on ces fruits en allemand? Et en italien? Et en russe? Quels autres fruits trouve-t-on dans ce jardin? Des poires. Comment dit-on poire en hindi? Et en allemand? En français? En polonais? Je ne le savais pas en polonais. Comment dit-on une pomme en hongrois? Bien. Il a une excellente mémoire, mais uniquement pour les langues. Sa mémoire topographique est très limitée. Nous lui avons demandé s'il savait se rendre au pub près du marché. Il en est incapable. Il sait où c'est, il y est allé des centaines de fois, il vit dans cette ville depuis 20 ans, mais il se perdrait probablement s'il essayait d'y aller. Le ranch Double J, dans le Colorado, fait partie des innombrables élevages conçus par Temple Grandin. Cette installation accueille 3000 têtes de bétail. Chaque jour, de nouvelles bêtes arrivent des ranchs alentours. Ici, elles sont nourries et soignées. Pour certaines, le voyage se poursuit jusqu'au prochain abattoir. Les plans de Temple ont contribué à éviter du stress inutile à des millions d'animaux d'élevage. Tout est fait pour éliminer les 1001 petites choses qui font peur aux animaux, comme les couleurs vives, les contrastes violents, les vestes de sécurité jaune fluo. On a même arrondi le tracé trop rectiligne des barrières menant à l'espace de travail où l'animal est placé pour les injections, le marquage ou les soins médicaux. Dans la chambre de Temple, on retrouve le même appareil qui l'enserre par simple pression sur un bouton. Car cela ne calme pas uniquement les animaux, mais aussi les autistes comme Temple. Ce que nous avons en commun, c'est que la peur est notre émotion dominante. Leur pensée passe aussi par les images. Ces bêtes n'ont évidemment pas accès au langage. Elles sont très attentives aux détails. Un papier de bonbons traînant par terre leur fera peur, alors que nous ne l'avions même pas remarqué. Les gratte-ciels sont l'une des passions de Gilles Tréhin, un artiste qui vit à Cagnes-sur-Mer. Gilles passe 10 heures par jour à sa table à dessin. Depuis 20 ans, il travaille sans relâche sur sa ville imaginaire qu'il a appelée Urville. Gilles est autiste et il a le goût du détail. Il a dessiné Urville dans toutes les dimensions et sous toutes les perspectives. Il rase des quartiers pour en construire d'autres.
Aujourd'hui, sa ville compte plus de 12 millions d'habitants. Mais Gilles n'en connaît que quelques-uns, car Urville fonctionne de la même façon que toutes les grandes villes, comme un système qui tourne de manière perpétuelle, sans considération pour l'individu. 2 millions de personnes travaillent à Futureville, le quartier des banques. Pour Gilles, Urville n'est pas une cité de science-fiction, mais une ville au bord de la Méditerranée, dans la France d'aujourd'hui. Selon Gilles, Urville n'est pas davantage une ville idéale, dont tous les habitants seraient heureux. Urville, nous dit Gilles, est juste à côté, derrière les collines voisines. Pour doter Urville d'un passé, Gilles a même étudié l'histoire. Sa cité, dit-il, a été fondée par les Phéniciens en 1200 avant Jésus-Christ et elle est ville universitaire depuis 1125. Longtemps ville-État, Urville a été libérée de l'oppression nazie le 16 août 1944. C'est aujourd'hui la plus grande ville d'Europe avec l'aéroport le plus vaste. J'étais passionné par les avions au départ. Et j'imaginais faire un grand aéroport. Et en fait, j'ai réalisé que si je voulais un grand aéroport, il me fallait une grande ville. Et à l'époque, je faisais des grandes villes, j'étais aussi passionné par les gratte-ciel. Mais je me rendais compte que dans l'espace de ma chambre, c'était trop petit pour faire une grande ville si je voulais un grand aéroport. Et je lui ai dit, mais je ne suis plus obligé de dessiner, de faire une ville en Lego, parce que je faisais des villes en Lego à l'époque. Et je lui ai dit, mais pourquoi je le ferais pas en dessin? J'ai plus de liberté. Gilles ne prononce son premier mot qu'à l'âge de 3 ans. Et ce n'est ni papa, ni maman, mais le mot avion. Au début, Gilles double tous ses mots. Il dit par exemple avion, avion. À l'âge de 5 ans, il découvre les nombres premiers et les techniques de dessin tridimensionnels. Gilles a 6 ans quand ses parents remarquent par hasard qu'il possède une oreille absolue et qu'il est capable d'effectuer de tête les opérations les plus complexes. Quand Gilles a 8 ans, les médecins informent ses parents que leur fils est autiste. L'événement le plus surprenant dans la vie de Gilles Tréhin s'est produit il y a 3 ans. Il a rencontré Catherine Mouet, également autiste, souffrant du syndrome d'Asperger et possédée par les formules mathématiques. Depuis, ils ne se quittent plus. Gilles partage aujourd'hui sa vie et son appartement avec une femme, et leur couple est très heureux. La mère de Gilles n'en revient toujours pas. Catherine, qu'est-ce qu'on mange ce soir? T'as pas des raviolis dans le frigo? T'as acheté ce matin? Ah ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Je crois qu'il y a des saucisses aux herbes que t'as cuites l'autre jour. Catherine travaille sur une démonstration mathématique. Pour n'importe quelle carte au monde, par exemple celle des États-Unis, il suffit de 4 couleurs différentes pour éviter que 2 surfaces de même couleur se touchent. C'est un constat que les mathématiciens et les cartographes ont fait depuis longtemps, mais personne n'en a jamais établi la démonstration mathématique. C'est le but des recherches de Catherine. Mais faute de pouvoir supporter le quotidien de la vie universitaire, Catherine a dû interrompre sa thèse de doctorat. Son cerveau ne comprend pas le fonctionnement des humains dits normaux. Les expressions du visage, l'ironie, les jeux de mots, tout cela lui est étranger. L'ambiguïté la désarçonne totalement. Je sais que la plupart des gens, des neurotypiques, ce qu'on appelle les neurotypiques, ils peuvent très facilement dévier du triangle au sein du cercle en une histoire de personnages, de conflits entre personnes, de gens qui, je sais pas, d'histoires entre les gens. Alors que moi, un triangle, c'est 3 côtés. Un rond, c'est un rond à égale distance d'un point. La forme d'esprit qu'un autiste développe en raison de son profil génétique est peut-être parfaitement adaptée à l'âge de l'information. Avec la révolution de l'information et l'ordinateur, nous sommes obligés de penser de manière beaucoup plus précise, en termes binaires. L'esprit autiste est peut-être mieux adapté à cette précision. D'un point de vue digital, Ben est en train de me faire une visite guidée de Berlin. Et comme tous les neurotypiques, nous en profitons pour papoter de tout et de rien. Et à ce sujet, il y a toujours 2 niveaux d'expression.
ce que nous voulons dire et ce que nous disons effectivement. Ben et moi sommes deux collègues réunis par hasard pour ce documentaire sur le cerveau. Une fois ce travail achevé, nous ne nous reverrons peut-être plus jamais. Mais dans nos têtes, quelque chose a fait en sorte que nous nous sommes parfaitement entendus d'entrée de jeu. Qu'il soit question de sushi, de nos amis ou de notre partenaire amoureux, notre cerveau décide en une fraction de seconde de ce que nous aimons ou n'aimons pas. Nos 100 milliards de neurones traitent les données entrantes et les comparent avec nos souvenirs ou avec notre imaginaire. Quand mon cerveau me dit que j'aime le poisson ou que je craque pour les blondes, mon corps obéit simplement à des réactions neurochimiques, par lesquelles tout ce que je perçois est connoté émotionnellement. Le moindre sentiment, le moindre état d'âme est la conséquence d'associations chimiques aux noms généralement imprononçables. Quand je tombe amoureux, mon cerveau libère de la phényléthylamine, une molécule qui produit des états extatiques mais de courte durée. L'amour, lui, vient de l'oxytocine, l'hormone de l'attachement. Grâce à ces hormones, mon cerveau m'aide à gérer le quotidien et, par exemple, à être patient avec un bébé qui hurle. Les décisions que nous prenons ne sont pas le fait de notre pensée consciente. Les décisions vraiment importantes, comme « devrais-je vivre avec cette femme ?» On fait la liste des raisons pour et des raisons contre, c'est une longue liste. Et bien sûr, on choisit de vivre avec elle. Qui est-ce qui décide dans ce cas ? Je prétends que c'est l'inconscient qui nous dicte le choix qui nous convient le mieux et ce que l'on préfère vraiment. Voilà ce qu'il faut comprendre. La conscience ne vient qu'après. Certains chercheurs soutiennent même qu'elle n'existe pas. Qu'elle se résume à un processus d'autosuggestion dans le cerveau qui nous fait croire que nous sommes impliqués consciemment dans le processus de décision. Pour les étudiants de l'Université du Colorado, Temple Grandin est une star. Tout le monde n'a pas la possibilité d'étudier les sciences animales auprès d'une personne qui voit le monde avec les yeux d'une vache et qui, en prime, a le sens de l'humour. Quand Temple allait à l'école, ses camarades de classe la surnommaient magnétophone, car Temple ne pouvait répéter que les phrases qu'elle avait enregistrées. Entre-temps, elle a enregistré tant de phrases qu'elle s'exprime mieux que la plupart des gens avec un cerveau normal. Le fait qu'elle ressente sa langue maternelle comme une langue étrangère passe totalement inaperçu. Il reste pourtant certaines choses que Temple n'a jamais apprises, comme le sentiment amoureux. Certaines personnes non autistes sont très émues par les couchers de soleil. C'est un sentiment qui m'échappe. C'est comme dans l'avion, quand je vois un couple qui échange des marques de tendresse. Je les observe et je me dis, c'est très intéressant, mais cela ne fait pas partie de ce que je peux éprouver. Pour Gilles et Catherine, c'est une délivrance d'avoir rencontré un partenaire qui voit le monde de la même façon. C'est-à-dire plein de détails étranges, mais de manière claire et sans équivoque. Et surtout sans ces seconds degrés et ces petites ironies qui amusent tellement les neurotypiques que nous sommes. Les cerveaux de Gilles et de Catherine sont des systèmes simples, fondamentalement bons et imperméables à l'ambiguïté. Sur la Côte d'Azur, à quelques minutes de voiture de l'appartement de Gilles et de Catherine, se trouve le Palais Bulle, construit par l'architecte Antti Lovag pour Pierre Cardin. Avec son architecture futuriste et ses formes rigoureusement géométriques, le palais est perçu par le couple comme un lieu idéal. Mais cela n'étonnera personne. Gilles Tréhin a dessiné le plan de sa ville fictive d'Urville pour faire plaisir à Catherine qui lui en avait soufflé l'idée. Catherine a aussi choisi la place sur laquelle le couple habite, dans le quartier imaginaire de Tegartine. D'ailleurs, c'est grâce à Urville que Catherine et Gilles se sont rencontrés.
s'est rencontrés, elle m'a envoyé un email. En fait, j'ai découvert Urville sur Internet, sur ton site Internet. Et puis, j'ai été tout de suite fascinée par tes dessins. Et puis, je t'ai envoyé un email en disant que je voulais habiter le quartier des Gartines, qui est quelque part par là. Mais comme le plan a changé, c'est difficile de réévaluer, il faut tout que je revoie. Catherine Mouet est diplômée de la faculté de mathématiques. Mais pendant sa thèse de doctorat, ses forces l'ont définitivement abandonnée. Comme tous les autistes, Catherine ne comprend que le premier degré. Un jour, un étudiant lui a proposé de l'emmener au cinéma. Jamais elle n'aurait imaginé qu'il cherchait une petite amie. Ce n'est qu'à 31 ans, il y a 4 ans de cela, que Catherine a appris qu'elle est autiste et qu'elle voit le monde avec un regard différent. Les mathématiques ont inspiré à Catherine des œuvres d'art. Elle dessine des variations de surface sur la base de règles précises et selon un ordre séquentiel tout aussi précis. Le résultat est l'image de ce que serait un monde idéal selon Catherine et Gilles. Si j'avais été un garçon un homme qui passe tout son temps à faire des maths et qui a une façon de faire qui est différente, on va dire c'est un génie. Une femme qui a ce même comportement, elle n'est pas acceptée. Les sujets peuvent être typiques ou non par rapport à leur sexe. Cela devrait nous mettre en garde contre les stéréotypes. Quand on étudie les différences entre les sexes, on se rend compte que l'on ne peut pas préjuger de la personnalité d'un individu sur la base de son sexe. Il faut évaluer chaque individu en fonction de ses qualités propres. La place dans nos cerveaux est limitée et chacun l'utilise de façon différente. Un peu partout dans le monde, des hommes et des femmes subissent des tomographies. Mais quelle importance ont ces petites différences que l'on découvre lors de ces examens? Dans l'appareil de tomographie, Suzanne et moi avons été invités à faire des calculs. Dans nos cerveaux, des zones différentes se sont activées. Les hommes et les femmes calculent différemment, mais tôt ou tard, ils arrivent au même résultat. Demain, changement de genre. Nous quittons les méandres du cerveau pour aller en explorer d'autres, proprement géographiques. Nous serons en Namibie avec des archéologues passionnés par les peintures rupestres de ce pays, estimées à 4000 ans avant Jésus-Christ. Un mystère nous attend sur place, celui de 7 pierres plates dont l'origine reste méconnue. À demain.